Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau Dominique de Villepin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien Premier ministre, fondateur de République Solidaire, ce mouvement, et candidat à la présidentielle. Merci donc d'être ici. Une première question d'actualité, puisque l'information vient de nous parvenir. On vous y fait réagir, bien entendu. Cette grève des agents de sûreté dans les aéroports depuis 5 jours, bientôt 6, et le ministère de l'Intérieur qui a l'air un petit peu de tendre les relations, puisqu'il dit 400 policiers et gendarmes prêts à se substituer aux grévistes. Dès demain, ce sera effectif. Nathalie Kosciusko-Morizet l'avait dit un petit peu plus tôt. Bonne idée ? Nécessité dans l'état actuel des choses ? Il faut prendre en compte à la fois le droit de grève, respecter le droit de grève des salariés et en même temps prendre en compte le droit des voyageurs. Surtout dans cette période de l'année, c'est une période de trêve, c'est une période où les esprits devraient se calmer. Donc souhaitons que les choses se passent bien. Elle se passe relativement bien en ce moment. Souhaitons que les forces de l'ordre puissent apporter leur concours de façon pacifique, sans que cela donne lieu à des heurts. Dans ces affaires-là, tout l'art est d'exécution. Ce que je souhaite surtout, c'est que nous puissions arriver rapidement à une règle. Cette règle, elle existe pour les transports terrestres. Veillons à ce que nous puissions avoir pour le transport aérien un service minimum qui puisse répondre aux préoccupations de tous. Ça veut dire donc un service minimum, effectivement, dans les aéroports également. Dominique de Villepin, ce climat, ces grèves, souvent au moment des vacances qui prennent en otage les Français, qu'est-ce que ça signifie ? C'est quand même symptomatique de la France, non ? Ça signifie qu'il y a un trouble profond, qu'il y a des revendications profondes, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation nouvelle. Cette situation nouvelle, c'est celle d'une crise qui s'aggrave, pas d'une crise dont nous allons sortir, d'une crise qui s'aggrave, avec 2 repères que nous sommes en train de perdre. La croissance qui s'efface, nous entrons en récession. Et deuxième repère que nous sommes en train de perdre, c'est ce fameux triple A. Le gouvernement a beaucoup sacrifié tout au long des dernières années pour essayer de maintenir ce triple A. Il est en train de le perdre. C'est dire que nous entrons dans une période cruciale pour la France et pour l'Europe. Et à période cruciale, réponse exceptionnelle. Ce que je souhaite, c'est que nous tous, Français, Européens, nous soyons capables, ensemble, de trouver des réponses à la mesure de la situation. Quand j'étais Premier ministre, j'ai eu à faire face à la crise des banlieues. Et j'ai décidé de proposer au Président de la République, au ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui n'y était pas favorable, eh bien, de décréter l'état d'urgence. Je pense qu'il faut faire pareil aujourd'hui en matière économique, sociale, et financière. Concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire à mon sens 3 choses. La première chose, c'est que nous devons retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire renationaliser notre dette. Un grand emprunt français permettrait aux Français de redevenir propriétaires d'une partie de leur dette. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait baisser le coût du travail si nous voulons redevenir compétitifs. Nous sommes aujourd'hui en train de constater un mouvement de convergence de la plupart des observateurs politiques, des acteurs politiques en faveur d'une TVA, exportation, environnement et emploi, qui permettra d'abaisser ce coût du travail. Je crois que c'est une bonne chose. Et puis au-delà de cette souveraineté, au-delà de cette compétitivité, nous devons respecter plus de discipline. Il y a des règles qu'il faut observer collectivement. Je suis en faveur d'une règle constitutionnelle, certains l'appellent règle d'or, à droite. Veillons à prendre en compte les préoccupations de la gauche. Mettons tout le monde autour d'une table, l'ensemble des forces politiques, pour que nous adoptions ensemble une règle commune pour la Maison France, qui nous permettra d'éviter les à-coups, d'éviter les écarts. Avec toujours la pression allemande et Angela Merkel qui agite toujours le drapeau rouge et qui dit non à la France et qui lui laisse peu de marge de manœuvre. Alors là, je souhaite que la France redevienne la France. La France a toujours eu vocation, avec les Allemands, à déterminer l'intérêt général européen. La France s'est alignée depuis de trop nombreux mois. Et la France doit plaider aujourd'hui pour que nous passions de solutions temporaires, un sommet tous les 3 mois, et des mesures temporaires qui, à chaque fois, ne donnent pas satisfaction. C'est encore le cas du dernier sommet de Bruxelles. Cette fois-ci, il faut, avec les Allemands, trouver des réponses de fond. Et ces réponses de fond, elles passent par 2 mesures. Un changement de statut de la Banque centrale européenne qui doit être capable... Berlin n'est pas d'accord. Mais Berlin doit se rendre à l'évidence. La crise de l'euro s'aggrave tous les jours. On entend le gouverneur de la Banque centrale européenne. On entend Mme Christine Lagarde, directrice du FMI. Les Allemands ne peuvent pas fermer les yeux sous prétexte que ce qui est bon pour l'économie allemande serait bon pour le reste de l'Europe. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Et l'Allemagne va souffrir. Mme Merkel va souffrir, comme tous les autres États européens. Si l'hémorragie ne s'arrête pas, nous serons tous
dans une situation de crise ouverte. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est plus de solidarité, mutualiser les dettes et donc adopter des euro-obligations. Nous connaissons les solutions. Ce n'est pas au nom de dogmes que nous devons aujourd'hui nous arrêter au milieu du gué. Alors je voudrais vous soumettre deux propositions. D'abord une critique plutôt, celle de Dominique Strauss-Kahn hier en Chine. Il l'a dit, le radeau euro est en train de se noyer, en quelque sorte. Oui, bon, et puis l'entente on a besoin de personne pour nous dire cela. Nous le constatons tous les jours. Je voudrais aussi vous interroger sur le fait qu'il fait son retour quand même sur la scène publique, avec effectivement une leçon de prof d'économie en quelque sorte. Enfin, c'est le bon moment, d'après vous ? Mais d'abord, je ne vois pas la leçon. Moi, j'adore les propositions constructives. Il y a un constat que nous partageons tous, que nous connaissons tous, et que nous faisons tous, pour ceux qui sont un peu avisés, depuis maintenant plusieurs années. J'ai écrit un livre il y a 2 ans et demi qui alertait sur la menace pour la zone euro, la menace d'une fracture. Donc voilà, son analyse converge vers celle des autres. Nous avons besoin de nous mettre ensemble. La solution, elle ne réside pas dans un esprit seul. La solution, elle réside dans la capacité de tous les Français et de toutes les forces politiques de se mettre ensemble. Ah bah justement, tiens, sur le sujet, c'est Daniel Cohn-Bendit qui prend le relais et qui, hier, sur ce plateau, l'a redit. Il appelle à une intelligence nationale, une initiative qui permettrait aux candidats à l'élection présidentielle de réfléchir ensemble, de mettre leur matière grise en commun pour réfléchir sur l'euro. Alors, il nous a donné la liste, mais vous n'êtes pas cité, semble-t-il. Mais vous l'avez relevé. Non, pas du tout. Mais je le dis depuis plusieurs mois. Le rassemblement des forces politiques autour de quelques solutions susceptibles de nous aider à avancer est une bonne chose. Et à l'évidence, il faut pouvoir se retrouver, mais pas uniquement sur la dette. Vous savez, la crise qui est devant nous, c'est une crise qui va avoir des conséquences dramatiques à nouveau sur l'emploi. Nous voyons le taux de chômage continuer de progresser. Les conséquences sont dramatiques sur les finances publiques, les conséquences sont dramatiques sur l'activité économique. Et donc, si nous voulons sortir de cette crise, effectivement, nous devons nous rassembler. Ce que je crains, et c'est sans doute ce que craint aussi Daniel Cohn-Bendit, c'est qu'au début de l'année, avec la perte du AAA, chaque parti, et y compris le gouvernement et le président de la République, aille dans sa direction, avec sa vision, avec ses certitudes, moyennant quoi nous allons perdre 6 mois. 6 mois de cavalier seul, 6 mois de fausses solutions pour nous retrouver dans une situation encore plus grave au lendemain de l'élection présidentielle. Faisons en sorte de préserver, pour ce qui concerne l'urgence sociale, l'urgence économique et l'urgence financière, de préserver l'intérêt national. Et sur cela, sur ces mesures à prendre, évitons de faire des calculs politiciens, évitons des arrière-pensées politiciennes et retrouvons-nous sur l'essentiel. Ça n'enlève rien à la vision de chacun, ça n'enlève rien aux propositions de chacun pour l'échéance présidentielle. Alors venons-en justement à la politique politicienne et à votre campagne, Dominique de Villepin, si vous le voulez bien. Vous êtes donc candidat aujourd'hui. Aujourd'hui, demain et après-demain. Eh bien, écoutez, très bien. Et vous reviendrez évidemment au fil des mois sur BFM TV jusqu'en mai 2012, bien sûr, pour nous en parler. Aujourd'hui, cette campagne Mouvement Solidaire, c'est pas un parti, c'est bien un mouvement, on est d'accord ? C'est un mouvement de rassemblement. Exactement. Avec quel soutien, avec quels moyens comptez-vous aller jusqu'au bout ? Eh bien, avec tous les moyens qui aujourd'hui se rassemblent. Vous savez, une campagne présidentielle, c'est d'abord... C'est cher une campagne présidentielle, qu'il faut des moyens et des soutiens. Oui, et un parti politique, tant qu'à faire. Oui, mais ne l'oubliez pas, une campagne présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple, pas un parti politique et un peuple. Je crois qu'il y a souvent malentendu sur ce qu'est une campagne présidentielle et les Français sont capables de faire la différence. Ce n'est pas la qualité du show, ce n'est pas le nombre de tracts qui sera distribué qui feront la qualité d'un candidat. Les Français sont avisés, ils savent que la qualité d'un candidat, c'est son expérience, son bilan et sa vision. Donc ne nous trompons pas d'élections, on aura les élections législatives pour mesurer la capacité des partis. Aujourd'hui, il s'agit de mesurer la détermination et la capacité des candidats à répondre aux problèmes des Français. Les Français souffrent, les Français sont dans la difficulté et c'est sur ces propositions qu'il faudra juger chacun. Alors, aujourd'hui, vous prenez le risque, en tout cas c'est ce que la droite vous reproche, d'ouvrir la porte du deuxième tour à Marine Le Pen, le risque d'un 21 avril à l'envers. Vous irez jusqu'au bout si vous sentez cette progression ? Mais le risque d'un 21 avril à l'envers, comme le risque d'un 21 avril à l'endroit, parce que les deux hypothèses existent, c'est celui de la médiocrité. C'est celui... Donc c'est pas un argument susceptible de vous faire changer d'avis ? Mais parce que ce n'est pas le bon risque. Le véritable risque aujourd'hui, c'est celui de voir les Français ne pas trouver de réponse à leurs préoccupations. C'est ce qui conduit aujourd'hui un certain nombre de Françaises et de Français à se tourner vers le Front National. Que les Français entendent des candidats qui répondent à leurs questions, qui fassent part de leur expérience. Et alors, croyez-moi, le risque sera nul. Tout simplement parce que la crédibilité des extrêmes, la crédibilité du Front National,
national pour apporter des réponses à la crise en prévoyant par exemple une sortie de l'euro, eh bien tout simplement, ce n'est pas sérieux. Encore faut-il qu'il y ait des candidats qui n'aient pas échoué. Et ceux qui ont échoué doivent évidemment assumer leurs responsabilités. Encore faut-il que ce ne soient pas des candidats dogmatiques, dominés par l'idéologie, mais au contraire des candidats qui soient capables d'aborder de front les problèmes. Donc ne croyons pas que la réponse soit une réponse politicienne, faite d'astuces, faite de calculs, faite de petits jeux. Les Français détestent ça. Ils assument leurs responsabilités, ils veulent du courage et ils veulent de la conviction. Vous avez rencontré il y a quelques mois Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. On pensait que les relations s'étaient aplanies et qu'il y avait potentiellement une idée d'union nationale qui pouvait s'installer, en tout cas un travail commun. Et puis vous vous êtes présenté en tant que candidat à cette présidentielle. Ça veut dire que vous y allez pour aujourd'hui encore dans une dynamique de combat ? Mais non, vous l'avez dit, les relations sont apaisées, une page a été tournée, les relations sont républicaines. La décision que je prends, elle n'est pas de l'ordre du politicien, c'est une décision de l'ordre de l'intérêt général. Qu'est-ce que je constate ? Marine Le Pen dit que vous ne vous battez que pour vous-même, que vous n'êtes engagé que dans la défense de vous-même. Merci Marine Le Pen, elle répond effectivement, et c'est sans doute un très bon argument pour ma propre campagne. Mais on ne peut pas aujourd'hui occulter le fait que la politique qui a été menée depuis 4 ans et demi a échoué. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez ? S'effacer pour permettre à cette politique de continuer ? Mais ce serait absurde. La reconduction de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ce n'est pas la reconduction de Nicolas Sarkozy, c'est la reconduction de la même politique. Une politique qui a échoué ne peut pas être reconduite parce qu'elle donnera les mêmes résultats. Donc il faut être réaliste, il faut tirer les leçons et il faut changer de politique. Je voudrais vous poser 2 petites questions pour conclure, Dominique de Villepin. Un mot de Jacques Chirac, d'abord pour commencer. Évidemment, ce jugement la semaine dernière, vous avez réagi. Vous avez notamment réagi sur le statut pénal du chef de l'État. Ce n'est pas nécessaire, dites-vous. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut préserver la capacité du chef de l'État à gouverner. Et un chef de l'État qui serait en permanence soumis à l'incertitude d'une affaire judiciaire qui n'aurait pas de lien avec l'exercice de sa fonction, eh bien fragiliserait complètement la capacité du président de la République. Il y a des décisions lourdes à prendre. C'est l'homme qui a la décision nucléaire, c'est l'homme qui doit guider la nation. Donc ne le plaçons pas dans une situation d'incertitude. Cette affaire de Jacques Chirac, les emplois fictifs de la ville de Paris, bien sûr avec 2 ans avec sursis pour l'ancien président. Un mot, évidemment, puisque c'est aussi dans l'actualité, de cette affaire des relais châteaux. L'ancien patron Régis Bulot mis en examen pour abus de confiance, surfacturation entre autres. Il y a eu des écoutes qui vous ont concerné. On peut en dire un mot? Que pouvez-vous nous en dire? On peut en dire un mot, et rapide. C'est une affaire qui ne me concerne d'aucune façon. Je connais l'une des personnes qui est mise en cause et je n'ai aucun lien avec cette affaire. Merci beaucoup Dominique de Villepin. Merci d'être venu sur ce plateau sur BFM TV ce soir en direct. Dans un instant, c'est le journal de 19h30 avec Pauline Revenat. À suivre le face-à-face du jour. Clémentine Autain, féministe directrice du mensuel Regard, versus Guillaume Pelletier, conseiller opinion de l'UMP. A tout de suite.